Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 juillet 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, tenez, je vous lis un petit passage de cet ouvrage du philosophe jovialiste André Moreau, La bête est porteuse de la divinité, où il sera question, une fois de plus, de Jean-Paul Sartre. Mais un mot d'abord sur André Moreau. Au Québec, André Moreau est un personnage très, très connu. Sans doute l'est-il moins depuis quelques années, puisqu'il n'est plus invité sur les diverses chaînes de télévision. Il était une très grande vedette dans les années 70 et c'était un philosophe qui a fait son doctorat à la Sorbonne sous la direction de Paul Ricoeur. Et le philosophe en question, c'est le philosophe immatérialiste Georges Berkeley. Mais Moreau a eu l'honnêteté dans un livre que lui a consacré cet autre écrivain, Louis Gauthier, a eu l'honnêteté de dire que finalement il avait obtenu son doctorat eh bien, de façon un peu presque bancale, étant donné que Paul Ricoeur ne connaissait pas l'œuvre de Berkeley. Et on lui a octroyé ce doctorat-là comme ça. Mais ça, il faut avoir du courage intellectuel pour admettre que le doctorat obtenu ainsi n'a peut-être pas été fait dans les grandes règles. Et combien de doctorats ont été obtenus ainsi? Parce qu'au fond, tout le monde s'en foutait, ou le sujet traité, il n'y avait personne pour en discuter. André Moreau, donc, figure charismatique, figure contrastée, honnie par les uns, adulé par les autres. Et quant à moi, j'ai toujours aimé cet homme-là. Et j'ai eu le bonheur de le publier à 3 reprises dans la revue littéraire La Compagnie à numéros, créée et animée par l'ami Georges Raby. Ce qui n'a pas vraiment fait triper l'ami Georges, je dois avouer, si beaucoup pensent qu'André Moreau est un imposteur. Mais à ce compte-là, ne le sommes-nous pas tous des imposteurs? Mais bon, on ne va pas embarquer là-dedans, là, la question de l'imposture. Mais André Moreau, moi, adolescent, il m'a fait triper, cet homme-là. C'est un des très rares que j'écoutais. Et ce qu'il disait me rejoignait infiniment. Et là, je vous raconte une petite anecdote. En 1980, le 15 avril 1980, Jean-Paul Sartre est décédé. Et sur les ondes d'une radio AM, fort populaire dans les années 80, c'est JMS. Non, oui, c'est JMS. C'est KVL. C'est KVL. Il y avait une ligne ouverte qui durait toute la nuit et ça s'appelait Sommeil interdit. Et c'était animé par Roger Drolet. Et Roger Drolet avait invité le philosophe jovialiste André Moreau à discuter de l'œuvre de Jean-Paul Sartre, décédé la journée d'avant. Et toute la nuit, des gens téléphonaient à cette émission de radio pour interroger le philosophe Moreau sur l'œuvre et l'homme de Jean-Paul Sartre. Alors imaginez aujourd'hui, est-ce que une chose serait encore possible qu'en pleine nuit? Non, ça n'est plus possible. Ça n'existe plus. Cela n'existe plus. Cela appartient au monde ancien. Et peu importe ce qu'on pense de Moreau ou de Sartre, ou même de Roger Drolet, moi j'ai la nostalgie de cette époque-là, où des gens pouvaient téléphoner en plein milieu de la nuit pour s'interroger sur la valeur et la pensée d'un philosophe. Et le petit passage que je vais vous lire, c'est justement une magnifique défense de Jean-Paul Sartre par André Moreau. Ici, je vais faire un petit clin d'œil à Réa, qui écoute peut-être mes vidéos, qui est présentement à Rimouski. Elle est sur place, peut-être pourra-t-elle faire des recherches de terrain. On m'a dit qu'un jour, en passant par le Québec, Sartre s'était rendu à Rimouski. Je n'ai jamais pu vérifier la chose,
mais j'imaginais avec béatitude le visage cramoisi des ecclésiastiques du bas du fleuve, voyant débarquer ce penseur antithéiste dans la région. À 20 ans, je n'avais pas encore décidé du choix d'un sujet pour mes thèses de maîtrise et de doctorat, bien que je fusse déjà immatérialiste et défenseur de l'idée du savoir absolu. C'est donc dire que Sartre a compté pour moi bien avant Berkeley. On s'étonnera que j'ai souscrit à des philosophies aussi différentes. Berkeley est un évêque irlandais, anglican du XVIIe siècle, qui soutient l'inexistence de la matière au nom d'un postulat fidéiste et idéaliste, tandis que Sartre, selon toute apparence, est un athée et un matérialiste. Pourtant, en un sens, existe-t-il un homme aussi profondément porté vers la pensée que Sartre, aussi honnête dans ses choix sociaux, aussi généreux dans sa vie personnelle? Il y a un Sartre spirituel que j'aime beaucoup. Malheureusement, c'est le Sartre philosophe que peu de gens comprennent vraiment. Avant d'explorer cet aspect de sa vie et de son œuvre, j'aimerais ici vous communiquer une impression. J'oserais dire qu'en Occident, de tous les penseurs d'envergure que j'ai connus, excepté Schopenhauer, Sartre est certainement celui qui se rapproche le plus du bouddhisme profond. Sa théorie du pour soi, néantisant, pourrait servir d'illustration théorique à l'idée de la vacuité de la conscience chez Bouddha. On retrouve à l'œuvre, dans la nausée sartrienne, une bienheureuse indifférence qui rejoint la thèse bouddhique. Aucun philosophe n'a su, mieux que Sartre, hausser les épaules devant le monde en délire. Au fond, Sartre fut un homme heureux. Fort du pouvoir de sa pensée, il pourrait reprendre à son compte le postulat de Brunswick à l'effet qu'un au-delà de la pensée est impensable. Mais ce serait pour faire comprendre que cette pensée si forte doit accepter de se voir néantisée par son projet même d'échapper au néant. C'est tibétain. Ce qu'il y a de fascinant chez Sartre, c'est sa façon de congédier le réel quand celui-ci ne lui convient pas. Évidemment, me direz-vous, si le réel n'est rien. Mais Sartre est un intellectuel de calibre qui ne se laisse pas arrêter par un obstacle aussi minime. Sartre est un homme d'une seule pièce. Il se méfie des bons sentiments. Il aime la bagarre. Qu'on se rappelle ses discussions avec Camus, Merleau-Ponty, Mauriac, l'agité du bocal, comme le surnomme Céline, qui le compara à un ténia, ne laisse personne indifférent. L'explication qu'il donne de sa relation avec le langage dans les mots ne m'a jamais satisfait, car c'est un ouvrage assez académique qui nous tient loin du véritable usage qu'il fait du vocabulaire dans ses œuvres philosophiques. Mais peu importe les considérations de toute nature, Sartre est beau et grand. À moi qui vis pourtant dans la clarté, dont la vie est un absolu, il a apporté des lumières d'éternité et d'infini. Et pourtant, c'était un incroyant farouche. Nous sommes si éloignés de l'un de l'autre idéologiquement, et en même temps, nous sommes si proches. La France aura donné au monde son lot de grands hommes capables de servir de phare dans la confusion des siècles. Ces grands intervenants historiques qui ont servi la conscience universelle, Voltaire, Hugo, Zola, Sartre, constituent un peu à la façon de Socrate, qui tourmentait ses concitoyens, notre héritage le plus précieux. Ces hommes sont de véritables cadeaux du destin.
Par leur interrogation, ils viennent brouiller les règles du jeu, et même s'ils passent aux yeux des dirigeants pour des troubles faits, il arrive que l'un d'entre eux reconnaisse leur véritable mérite. Ça aussi, c'est la France, aurait déclaré un jour le général de Gaulle. Alors, c'est un magnifique portrait. Je vous ai passé un paquet de... Je vous ai sauté plusieurs passages où il parle de sa générosité, où il donnait tout ça. Donnait tout, 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 tout. Il possédait rien à lui et ne vivait pas dans le passé également. Vous savez, il récusait la notion d'inconscient. Pour lui, l'homme était à faire à chaque jour. Et au fil des années, il a un peu changé son approche par rapport à l'inconscient. Ça, il faut quand même le dire. Mais il croyait que vivre était une entreprise et que chaque jour était en fait une page vierge qu'il nous fallait écrire nous-mêmes. Que nous n'étions pas libres de ce que nous sommes, mais que nous sommes libres d'en faire ce que nous voulons. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je vous remonte le livre. Petite vidéo qui va peut-être provoquer quelques réactions. J'imagine déjà l'ami Jean-Paul s'activer sur son clavier, cet intarissable claviériste digne du groupe Yes, Rick Wakeman. Petite saillie ici. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Allez, merci. Bonne journée à tous.